Donc, Madame Rudler est architecte PFL et doctoresse sciences en urbanisme et sociologie et a, lors de sa thèse, eu l'opportunité de mettre au point une méthodologie pour accompagner et transformer l'espace public. Avant ça, la thématique de l'appropriation et de l'animation des territoires lui tenait déjà à cœur, puisqu'elle a cofondé en 2014 le collectif Transmission Lausanne, qui avait comme objectif de créer de créer du lien social par le détournement de l'usage de l'espace public. Il y a 5 ans, avec Madame Alice Butler, elle fonde l'atelier Olga, réel bureau d'activation de l'espace public et d'urbanisme, leur approche plus spontanée, laisse la place à l'imprévu dans les projets et priorise les usages et les usagers. Une des ambitions de l'atelier Olga, c'est de débuter une histoire qui vivra et évoluera après leur départ. Merci. Merci. Oups. Alors, bonjour à tous. Du coup, après avoir appris avec Madame Defago comment on pouvait planifier dans le sens de ce qui serait prévu, je pense que ma présentation vient bien complémenter du coup le programme de cette journée, en regardant un petit peu comment est-ce qu'on peut faire place à l'imprévu dans l'aménagement urbain, plutôt qu'y faire face, parce que quoi qu'il arrive, on y est confronté malgré nous. Donc voilà. Donc moi, je vais avoir aussi le rôle de praticienne aujourd'hui, ce qui fait que les projets dont on va parler, c'est des projets qu'on a réalisés du coup au sein de notre bureau avec Alice Chenet. Je corrige juste la petite erreur de nom. Et j'en profite pour aussi m'excuser pour mon extinction de voix. Je vais faire de mon mieux. Donc, en fait, ce qui nous rassemble ici, c'est qu'on travaille tous dans les métiers, dans le domaine de l'urbanisme et dans les métiers de la planification. Donc en fait, notre travail, et ce qui est attendu de nous, disons par la société, c'est de projeter, donc de prévoir, d'essayer d'anticiper au maximum, le plus de paramètres possible. Puis notre rôle, en fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'imprévus, en tout cas de réussir à les gérer. Puis à l'atelier Olga, nous, on a l'impression que plus on laisse de la place à l'imprévu, à la fois dans le processus de projet, mais aussi après dans la réalisation de l'aménagement et puis dans son fonctionnement, plus on s'approche d'un aménagement qui va être adapté au lieu, donc qui ne va pas être générique ou standardisé, et puis qui va être à l'image de ceux qui le fréquentent. Donc voilà pourquoi je vous propose aujourd'hui de regarder comment on intègre ce facteur dans les projets d'aménagement d'espace public au sein de notre compagnie. Donc pour ça, en fait, l'architecte urbaniste ou donc le planificateur change de posture. Dans le sens qu'il accepte de se laisser surprendre. Il considère que l'imprévu va enrichir le projet d'aménagement. Et puis, on va traverser un peu cette question-là de quels sont nos nouveaux rôles à travers une liste de ces rôles et puis de voir un peu les pistes qui sont liées pour comment faire entrer la surprise dans l'aménagement urbain. On va voir où et quand concrètement on peut faire entrer de la spontanéité dans les processus de projet pour aboutir à des aménagements d'espace public. Donc où et quand on planifie et où et quand on lâche prise aussi en tant que professionnel d'aménagement. Alors, le premier rôle, c'est, disons, quand on commence un projet, évidemment, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le lieu. C'est la phase de diagnostic. Et puis, pour nous, c'est toujours la découverte d'un nouveau contexte. Et puis, pour les habitants et les autres acteurs locaux, c'est une occasion de nous rencontrer et puis de découvrir un peu le processus qui démarre. Alors, on y va sans aucune proposition de projet, sans aucune même idée en tête. Et puis, l'objectif ici, c'est de récolter des informations qui soient, notamment des informations auxquelles nous, on ne s'attendait pas, que nous, on n'aurait pas pu penser. Alors, pour, disons, obtenir ces informations, on essaye d'intégrer à nos réflexions des personnes qui sont qui pensent le plus différemment de nous que possible. Et du coup, pour ça, on essaye de toujours organiser des événements qui soient aussi attractifs pour des gens qui ne s'intéressent pas forcément ou qui ne se sentent pas légitimes à participer à des réflexions d'urbanisme. Donc, comme par exemple, là, c'était un moment convivial où en fait, l'association de quartier active dans le quartier, où on a débuté un projet, invitait tous les habitants, acteurs locaux à partager un repas. Puis nous, pendant ce temps-là, on est au milieu avec une carte et puis on récolte un peu les utilisations actuelles de la place, comment elle est perçue par les gens. On utilise aussi toujours des outils qui sont accessibles à tous, comme ici, où c'est en fait des enfants qui ont utilisé des photos Polaroid pour transmettre comment ils utilisent leur cours d'école.
il nous arrive de venir sur le site avec des dispositifs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc l'idée là, c'est d'attiser la curiosité des passants. Et puis, en fait, c'est un bon intermédiaire pour entrer en contact avec eux et du coup les intégrer un peu voilà, de manière non contraignante aux réflexions sur l'espace public qui va être transformé. Alors, c'est des objets plutôt curieux et puis qui sont construits même parfois pendant l'événement public. Et puis, ça sert du coup à capter l'attention, à recenser de l'information, c'est quand même l'objectif principal, mais aussi à s'amuser et puis à communiquer sur la démarche en cours. On cherche en fait à donner aux participants et aux participantes des outils pour analyser l'espace public. Donc souvent, c'est des personnes, enfin voilà, les personnes qui participent à la réflexion, elles ont déjà une bonne connaissance du lieu, mais on essaye de venir avec des dispositifs qui détournent un petit peu, enfin qui les invitent en fait à se poser des questions autrement. Et puis, on organise notamment des ateliers d'écriture avec un lien entre justement la littérature et puis le lieu pour faire émerger en fait des choses que même les personnes elles-mêmes ne connaissaient pas avant d'arriver. Donc elles repartent aussi avec une autre perception de leur environnement. À chaque fois, du coup, on propose de passer un moment insolite sur le lieu et puis donc de créer des souvenirs agréables liés à ce lieu. Et puis ça, c'est très important pour nous dans l'idée de commencer une histoire en fait. Donc après un premier contact avec le terrain, on se retrouve avec une foule d'informations et puis il s'agit de les traduire en une proposition spatiale. Donc ici forcément il y a une certaine prise de position de l'aménagiste et puis voilà, donc comment on se positionne par rapport à ça. Donc il y a bien sûr une orientation qui va être donnée par le mandat. Donc si on fait appel à nous, c'est parce qu'il y a des problématiques souvent qui sont liées aussi à au programme de législature des communes, donc en lien avec le climat, on en a parlé, cohésion sociale, sécurité ou autre. Mais après, dans la marge de manœuvre qui reste, pour éviter d'arbitrer tout de suite entre des idées qui sont parfois contradictoires, il nous est arrivé de développer en fait, différentes propositions, et puis de les tester toutes, et puis donc de regarder pendant quelques semaines à chaque fois ce qui se passe. Puis ça nous permet à nous en fait, de nous laisser surprendre, c'est-à-dire de ne pas tout de suite se dire « Ah ben ça c'est la meilleure idée, on va faire ça », mais plutôt de donner leur chance à des idées qu'on ne trouvait pas forcément porteuses, et puis voilà, voir ce que ça donne, quoi. En fait, on dépasse nos propres préjugés comme ça. On essaye dans la majorité du temps de présenter aussi les esquisses. Donc cette première traduction entre la foule d'informations et puis une proposition spatiale, on la remet directement en discussion avec les habitants. C'est toujours lors d'événements publics pour que chacun puisse se sentir bienvenu. Ensuite, les pistes qui sont issues du diagnostic, elles peuvent aussi être mises à l'épreuve, comme ici, donc en dessinant directement au sol, à la craie, ou bien en positionnant du mobilier urbain temporaire pour observer directement les réactions des autres utilisateurs du lieu, et donc pas considérer que les informations qu'on a eues à la base, elles étaient forcément complètes. Donc là, on avait par exemple prévu un moment pour discuter de où mettre le mobilier urbain dans ce futur projet et pour quelle fonction. Donc finalement, toute la journée, on s'est focalisé sur où et de combien réduire l'emprise de la chaussée. Donc là aussi, il y a une notion de surprise. Enfin voilà, nous-mêmes, on doit être en fait capable de laisser de la place à l'imprévu, même dans le programme, dans ce qu'on avait l'intention de discuter avec les gens. Ce qui vient du terrain, on l'accepte et puis on prend ça comme justement une richesse. Un rôle qui nous paraît essentiel pour que les espaces publics soient habités, c'est celui de fédérer. Donc ça va être désasphalter, construire, planter, peu importe, en fait tous les moyens sont bons tant qu'on est dans l'action collective. C'est vraiment ça qui est important, c'est de proposer en fait aux gens qui fréquentent un lieu de participer en fait à la transformation de leur cadre de vie. Donc là par exemple, on a décidé collectivement le samedi de où est-ce qu'on allait casser l'asphalte le dimanche. Donc il y a aussi une notion de surprise pour le mandataire qui n'avait aucune idée en partant en week-end le vendredi de à quoi ressemblerait finalement le lundi cet espace public. Et puis de la même manière que nous, on avait aucune idée. Donc pendant le chantier, on a des gens qui travaillent un peu partout et il n'y a personne qui a vraiment le contrôle sur tout ce qui se passe parce qu'on fait en sorte que les prises d'initiative de chacun puissent aussi s'exprimer à ce moment-là. Donc nous, on a une vision claire de ce qui n'est pas possible et on essaye du coup de juste gérer ça.
qu'il n'y ait pas des choses pas possibles qui se fassent, donc on reste dans ce cadre quand même. Et puis tout le reste, en fait, on se laisse surprendre justement, et puis on regarde où ça nous mène. Lorsqu'on construit du mobilier urbain, et surtout quand c'est pour une durée déterminée, on arrive souvent sur le site sans connaître à quoi exactement, ce qu'on va construire exactement. Dans ce projet à Lausanne, par exemple, en fait, il y a des commerçants et des habitants qui se sont investis spontanément pendant qu'on était en train de construire des éléments de mobilier urbain. Et puis, ils ont proposé d'en installer à des endroits où nous, on n'avait pas du tout trouvé que c'était une bonne idée de le faire. Et puis, on a dessiné sur place avec eux les éléments de mobilier, on les a construits avec eux. Puis finalement, c'est ceux-là qui ont été le plus utilisés. Donc, il y a aussi cette qualité-là de pouvoir dépasser la perception du concepteur de là où ça va être intéressant de faire quelque chose. Donc, pour laisser la place en fait à l'imprévu au moment de même de la réalisation d'aménagements temporaires, on imagine des systèmes constructifs qui permettent de prendre des décisions sur le moment et puis qui permettent de déléguer. Donc, les gens peuvent aussi être relativement autonomes sans nous. Donc, voilà, c'est ce qui leur permet d'être indépendants. Donc ici, par exemple, on a imaginé une sorte de chaîne de montage où il y a des éléments qui étaient produits toute la journée. Donc plus il y a de monde, plus il y a de mobilier. Mais par contre, à n'importe quel moment, on peut arrêter d'en construire. Et puis le résultat semble quand même achevé. Puis le mobilier, les éléments, ils sont ensuite positionnés avec les gens et assemblés, mis sur place en fonction de ce qui leur semble pertinent. Donc les personnes qui sont venues participer. Et puis il y a une communication qui est faite pour qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne. On peut aussi ajouter des fonctions supplémentaires un peu au pied levé, comme ce petit bac à sable, juste pour tester aussi cette fonction-là à cet endroit-là, et parce que ça émane vraiment d'une demande sur le moment. Donc, tester. Alors là, il s'agit de concrétiser maintenant en fait, les propositions. Donc, les idées, elles sont mises à l'épreuve dans des tests grandeur nature, ce qui permet d'inclure, du coup, comme je le disais avant, le plus de monde possible à la réflexion. Et puis, l'idée, c'est que tous les utilisateurs vont expérimenter les tests par la force des choses, rien qu'en rentrant chez eux, en allant au travail ou en venant dans cet endroit comme ils ont l'habitude de le faire. Donc là, ici, la notion d'aménagement temporaire, c'est ce qui nous permet de passer très vite à l'action et puis du coup d'être audacieux ou même d'être ambitieux. Enfin, on peut aller plus loin que ce qu'on aurait fait si c'était tout prévu, on va dire, à l'avance. Comme par exemple dans ce cas où du coup le mandat initial c'était de proposer une amélioration des espaces piétons de cet espace public et une vision pour une future piétonisation. Donc du coup, dans un premier scénario, on a effectivement proposé une amélioration, amener plus de prise en fait pour les gens pour pouvoir profiter de cet espace public dans les trottoirs, dans les espaces piétons. Quelques semaines après, on a investi tous les espaces qui étaient en fait sur la chaussée mais non circulés. Donc déjà là, ça permet de révéler leur existence et le potentiel qu'ils ont en fait de devenir quelque chose sans rien changer au régime de circulation ou voilà, sans bouleverser la partie routière, on va dire. Puis encore quelques semaines après, on a testé une piétonisation, donc pas une vision d'une future piétonisation, mais de piétoniser tout de suite pour quelques semaines, et puis de regarder un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça a créé des problèmes de le faire maintenant, etc. Et puis finalement, c'est ce qui a été plébiscité et qui est en train d'être pérennisé, donc la place a pu rester piétonne tout de suite. Sur cette place, qui ressemblait plutôt à un carrefour routier surdimensionné, on a dessiné une proposition de plan où la place des véhicules elle est réduite, donc qui était basée aussi sur les événements précédents, comme vous avez vu avant avec la craie au sol, des moments où les caisses de plantes sur la rue, etc. Donc il y a en fait des grandes lignes, donc les grands traits bleus. C'est ce qui est issu de ce qui a été discuté avant. C'est très important quand même pour nous de fixer des choses au fur et à mesure. Mais ce qui se passe à l'intérieur, donc où est-ce qu'on se propose de dégrapper plus tard, d'amener de la végétation, voilà. Ça, c'est discuté par les gens qui peignent au moment où ils peignent. Et on teste des choses. On se dit, tiens, ici, on pourrait laisser un chemin, etc. Puis ensuite,
on observe par où passent les gens, est-ce qu'ils traversent les zones où on avait prévu de mettre des plantes, donc du coup ce serait peut-être pas une bonne idée de le faire, ou si, ou voilà. Puis donc là encore, le matin, on n'avait aucune idée de à quoi ressemblerait le soir voilà, la place. Puis on a tout de suite installé des activités aussi sur les zones qui sont fictivement piétonnisées, pour aussi tester... on enlève quelque chose, disons, pour les automobilistes, dans un sens, parce qu'on réduit l'emprise de la chaussée, mais on amène aussi d'autres choses. Donc on amène des possibilités que des choses se passent, là où avant, ce n'était pas possible. Donc ça aussi, on le met en œuvre directement. Alors, dans ce projet, en fait, on a positionné une nacelle à un endroit où il y avait l'idée de construire un belvédère. Puis l'idée, c'est d'inviter les habitants du village à prendre de la hauteur, donc de voir leur village 11 mètres plus haut que d'habitude. Et puis donc, à la fois, on a un bon souvenir de ça, on peut prendre des photos de sa maison depuis en haut, etc. Et en même temps, on réfléchit à la pertinence d'avoir un belvédère ici. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du rapport du village avec le grand paysage? Enfin, ça amène aussi plein de réflexions sur l'urbanisme et puis en même temps sur le futur aménagement qui pourrait être fait à cet endroit-là. Et enfin, le dernier des rôles qu'on a choisi de lister aujourd'hui, c'est celui d'accompagnatrice. Donc, tout au long du processus et donc de nos mandats, en fait, il s'agit de rendre possible. Donc, créer des précédents, oser aller plus loin, questionner les habitudes, voilà. Donc tout ça pour instaurer une dynamique. Donc le but, c'est ce qui se passe après, pour nous surtout. Donc quand on n'est plus là. Le but, c'est qu'on donne envie, en fait, aux acteurs locaux de perpétuer leur engagement dans la transformation du lieu au-delà de notre mandat. Puis concrètement, comment ça se traduit? C'est que quand on propose un plan d'avant-projet, donc qui va être issu de tout ce processus avec les tests, les discussions avec les gens, etc., il intègre toujours une composante de flexibilité à différentes échelles. Donc ici, par exemple, l'espace public, en gros, il peut s'adapter à court terme grâce au caractère déplaçable du mobilier urbain qui va être installé. Et puis, au sein des surfaces dégrappées, on voit qu'il y a du gravier et des surfaces de pleine terre. On peut aussi avoir, à moyen terme, une plus grande flexibilité. En tout cas, c'est l'intention de ce plan, d'avoir en fait des limites floues entre ce qui est praticable par les humains et ce qui est, on va dire, colonisé par la nature, de telle sorte à ce que l'herbe pousse là où personne ne passe, et puis qu'on arrive à en fait, un ajustement en fonction des moments, même dans le temps, de l'utilisation possible de ces espaces, et puis d'avoir un bon ratio entre la nature et puis l'humain, qui n'est pas décidé entièrement par nous. Puis du coup, l'idée, c'est aussi que plus tard, on peut de la même manière laisser plus de place à la nature ou plus à l'humain, si on se voit qu'il y a des lignes de désir qui apparaissent au cœur des massifs plantés, de pouvoir officialiser dans un deuxième temps ces chemins-là, voilà, de vraiment avoir quelque chose qui est encore une matière qui peut se modeler à travers, par la suite, quoi. Donc, là aussi, on avait laissé, donc c'est à la place du Vallon à Lausanne, on a laissé une part de non prévu pour en fait finalement permettre au projet de s'adapter au contexte qui change et aux besoins qui changent. Et donc dans le plan qui est mis à l'enquête, qui est issu du processus participatif, là encore on prévoyait des espaces non planifiés. Et puis du coup, aujourd'hui, là vous voyez qu'il y a des bancs-troncs qui ont été positionnés là en attendant. C'est une photo qui date déjà de quelques mois. Puis actuellement, les habitants et la ville ont déjà réorganisé des événements pour casser de l'asphalte, pour planter. Et maintenant, ils sont en train de développer le mobilier urbain ensemble. Donc pour nous, en fait, c'est un super succès du projet qu'on ne sache pas du tout ce qui se passe là, parce qu'on se dit, en fait, ça continue. Et on a totalement réussi à insuffler ce dynamisme, en fait, et qui fait qu'on laisse entrer l'imprévu et puis l'adaptation à l'évolution en fait, du contexte. Donc voilà, finalement, c'est pas vraiment une remise en question de notre rôle, mais c'est plutôt de dire qu'on a de nombreux rôles dans cette nouvelle manière de faire les espaces publics, de transformer les villes, et puis qui incombe un peu à nos métiers à tous. Puis à chaque étape du processus, il y a des choses qui se fixent, et en même temps, il y a toujours quand même une certaine capacité d'adaptation.
Partout, en fait, l'aménagement va influencer sur la façon dont les gens utilisent l'espace, et puis ça, on le sait, on en est bien conscient, c'est une sorte de pouvoir qu'on a presque. Mais dans ces projets, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que la manière dont les gens utilisent l'espace influence l'aménagement. Et puis c'est cette balance-là qui nous paraît intéressante à l'avenir ou dans le présent même déjà. Donc, progressivement, en fait, on identifie ce qui doit être planifié, qui en général est lié à la fois à des enjeux globaux, donc climat, cohésion sociale, etc., et puis des enjeux locaux, des problématiques de sécurité routière ou autres. Et on identifie aussi ce qui peut ou même ce qui doit rester évolutif. Et puis, comme ça, en avançant petit à petit, on a l'impression en fait en laissant une place pour la remise en question, on produit des espaces publics qui sont plus résilients. Merci. C'est super. Merci beaucoup. On a le temps pour une question peut-être. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Allez-y. Une question, on a vu sur les images des gens qui avaient des mines radieuses, épanouies, des enfants heureux. Merci. Oui, voilà une petite question par rapport effectivement au processus. Donc, on voit que vous associez beaucoup la population. Enfin, c'est vraiment un élément fort du projet. Est-ce que vous avez rencontré des fois des gens qui n'adhéraient pas finalement au processus ou qui n'adhéraient pas au but qui se dégageait du processus qui a été mis en œuvre, où finalement vous arrivez toujours à une forme de consensus, ce qui est évidemment ce qui est magnifique, hein, ce qu'on espère tous. Et puis, dans le cas où vous avez rencontré, entre guillemets, des opposants, justement, de quelle manière ils se sont manifestés, et est-ce que vous avez réussi à finalement les faire dialoguer avec vous? Voilà, c'était une petite question, parce que malheureusement, des fois, dans certains processus, je crois qu'on a tous et toutes été confrontés à des difficultés à faire passer des messages et à faire comprendre qu'on est œuvré pour le bien collectif et non pas pour le bien que de quelques personnes ou que quelques groupes d'intérêt. Non, bien sûr, tout le monde est toujours d'accord. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais je pense il y a de toute façon différentes raisons d'être pas d'accord. Et puis l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans un référendum oui/non à ce projet, mais on est dans qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc typiquement, les gens qui ont une envie très forte et que leur envie correspond aux politiques, à la raison de notre mandat, donc au programme de législature, etc. Là, on le fait ensemble. Et puis nous, c'est pas nous qui avons certaines envies en fait. Donc du coup, si c'est des envies fortes qui viennent du lieu et qui a l'énergie pour les réaliser, voilà, d'accord. Après, il y a aussi des gens qui sont contre que n'importe quoi se fasse ou que n'importe quoi change. Donc je pense que là, l'avantage qu'on a avec ça, c'est que on n'a pas seulement une grande voix qui crie très fort et puis les autres, ils sont silencieux totalement. Mais on voit en fait que plein de gens profitent d'être dehors. Et notamment, ça je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais je ne vous apprendrai pas qu'il y a souvent des retards dans les projets de planification. Puis du coup, ce qu'il y a de bien là, c'est qu'on se retrouve même si ça prend du retard, parce qu'il y a eu des oppositions ou autres, il y a déjà quelque chose quand même pour pouvoir profiter de l'endroit. Et du coup, les gens continuent à vraiment... à prendre possession de l'endroit et puis ça galvanise un petit peu autour d'un espace public. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important après, qui va peser dans la balance quand il y a des oppositions. De dire oui, mais il y a quand même beaucoup de gens qui en profitent, même s'ils n'ont pas crié par email tous les jours au syndic. Voilà. Merci beaucoup. Question. Je ne sais pas une question, juste un complément. Alors allez-y. Le micro arrive. Laurence Salam, architecte à la ville de Sierre. Comme l'exemple, on a travaillé en fait avec l'atelier Olga. Juste pour compléter la demande de Vincent, c'est vrai qu'on a eu affaire à des personnes qui étaient très réfractaires, mais ce qui était super dans la démarche, c'est comme il y a plusieurs étapes. À chaque étape, ces personnes, elles étaient questionnées. Et indépendamment des réponses négatives qu'elles avaient données, elles étaient à nouveau questionnées chaque fois qu'il y avait une étape du processus.
Et ça a permis d'entrer en dialogue avec ces personnes. Et aujourd'hui, même si on développe d'autres projets dans lesquels elles sont à proximité en fait, de ces projets, le dialogue il a été instauré. Ce qui fait que même dans ces autres projets, elles continuent à dire non, mais elles acceptent au moins de venir autour de la table. Donc on a pu ouvrir un tout petit peu de dialogue, et ça c'est vraiment super, parce qu'avant c'était non, et on ne vient pas aux réunions, on ne vient même pas discuter. Aujourd'hui c'est non, mais on vient discuter. Donc on peut espérer un petit plus.